Qu'on avance quand même. Oui, là, il nous reste un sujet important avant la coupure pub sur la nouvelle doctrine économique de la Commission européenne de défense économique. Ça a été présenté hier. À Bruxelles, la Commission a identifié 6 domaines à risque nécessitant des mesures accélérées sur les chaînes d'approvisionnement. Évidemment, on pense aux terres rares avec la menace chinoise, mais aussi des mesures pour attirer des investissements étrangers avec des transferts de technologie. On pense à nouveau à la Chine ou soutenir la base industrielle de défense et spatiale. Est-ce que c'est une nouvelle donne économique? Est-ce que Bruxelles se réveille enfin face aux menaces extérieures, Philippe Trainard? Oui, Bruxelles se réveille et je crois que c'est très important. Nous n'avons pas la solution au problème de qui se pose à l'Europe. En Europe, si je prends les terres rares, c'est pas en Europe que je vais les trouver. Peut-être en trouvera-t-on dans quelques années, mais pour le moment, nous ne les avons pas. On en a en Europe, mais on ne sait pas les raffiner. La question, c'est ça. Voilà, il y a plusieurs problèmes. On en a un peu et on ne sait pas. Le peu qu'on a, on ne sait pas. Les terres rares sont pas si rares. Mais on n'en a pas beaucoup. La Chine en a, en veux-tu, en voilà. Et donc ça pose un double problème, qui est un problème économique et un problème de gestion de la politique internationale. C'est-à-dire que l'Europe ne peut pas se permettre d'être indépendante du reste du monde. Et elle d'être trop dépendante du reste du monde, oui. Ou d'en être indépendante, de rompre les liens avec le reste du monde. Ce qui pose naturellement un problème avec la Chine, parce que la politique des droits de l'homme en Chine n'est pas quelque chose qui satisfait les Français. Donc doit-on maintenir des relations avec la Chine en dépit d'une politique des droits de l'homme? Et je crois que là, on se retrouve vraiment avec les vrais problèmes de comment je connecte la politique économique et la politique internationale. Et je crois que quelque part, nous sommes au seuil aussi d'une révision, probablement qu'il ne faut pas massive, mais quand même à la marge, de la façon dont nous appliquons les politiques des droits de l'homme. Nous devons continuer à avoir des relations avec des pays qui ne nous semblent pas sympathiques, tant qu'ils ne nous agressent pas, tant qu'ils ne viennent pas nous chercher. Et donc je crois qu'il y a là une vraie combinaison, et vous ne pouvez pas concevoir la nouvelle politique économique européenne en la matière, indépendamment de repenser aussi la politique internationale, la politique des sanctions, etc. Voilà. Oui. Alors là, il y a un équilibre à respecter. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que la politique des droits de l'homme de l'Europe, elle est enterrée depuis longtemps. J'ai pas beaucoup entendu Emmanuel Macron, là, pendant sa visite à Pékin, sortir ça n'a rien à voir avec les déclarations qui avaient pu être faites dans différentes visites précédemment. Je pense que c'est une décision importante. Elle est un peu cosmétique, quand même, mais c'est important. Est-ce que c'est un habillage, c'est ça? Est-ce que c'est juste un emballage politique, Pierre-Henri de Menthon? Alors, il y a quelque chose concrète, comme par exemple une centralisation de l'information, on va dire en termes d'intelligence économique. Il y a des choses comme ça qui se passent, mais la mutation, elle a commencé depuis quelques années. On a abandonné, si vous voulez, d'un point de vue économique, c'était une politique économique basée en gros sur le consommateur, c'est-à-dire que l'Europe était au service du consommateur, ce qui nous a permis par exemple d'avoir des abonnements de téléphone pas du tout chers aux États-Unis, etc. Et on a muté petit à petit vers une Europe qui essaie de construire une stratégie industrielle et une stratégie offensive et défensive. Il y a des instruments qui ont été mis en place, très puissants, comme un instrument qui a été mis en place, c'était avant même l'arrivée de Trump 2, c'était en 2023. Le fameux outil de coercition. Voilà, outil anti-coercition, c'est très fort. On n'a jamais utilisé. On tourne une page par rapport à la mondialisation, quand même, en disant on peut utiliser des outils plus ou moins un peu sauvages, on peut par exemple faire des normes pour empêcher, ce qu'on faisait peut-être déjà, mais là pour empêcher on va dire des malveillances commerciales de la part de grands partenaires, pour parler un peu un peu langue de bois. Mais ces outils, ils sont jamais vraiment mis en place. Donc on a vu par exemple ce qui s'est passé sur les droits de douane, la célèbre scène en Irlande, dans le golfe de Trump, avec la présidente de la Commission européenne, avec un sourire comme ça, en disant « ouf, on a 15%, je m'en sors super bien ». Donc, à aucun moment, alors qu'on avait démarré assez fort, notamment Christine Lagarde avait été assez agressive juste au moment de l'élection de Trump, et on sentait le coup venir. Donc en fait, c'est un problème d'exécution. Tous les instruments sont là, et effectivement, il va falloir choisir les Américains, les Chinois. On ne peut pas être ennemi de tout le monde, donc voilà. Yael Slimane. Alors,
pour rebondir sur ce que vous disiez l'un et l'autre, l'idée des droits de l'homme, je pense qu'elle est loin d'être au cœur des préoccupations des dirigeants des principaux pays européens aujourd'hui. C'est passé sous silence depuis la guerre Russie-Ukraine, et des opinions publiques aussi. En revanche, parce qu'on est obligé de serrer les problèmes. Le premier problème, c'est d'arrêter de se faire plumer. Le sentiment général, en France et en Europe, quand on fait des sondages au niveau européen, c'est que l'Europe est vraiment le dindon de la farce mondiale, l'idiot du village mondial. En gros... En perte de vitesse. Alors, en gros, ce que ça signifie, c'est qu'on n'accepte pas d'ériger des règles ou de les appliquer, pour reprendre ce que disait Pierre-Henri, qui soient juste des règles de symétrie, de faire en sorte que les pays avec les grandes zones avec lesquelles on échange ne se permettent pas vis-à-vis de l'Europe, en termes de droits de douane par exemple pour les États-Unis, ou en termes de qualité ou de certification des produits qu'ils nous envoient pour la Chine, des choses que nous tolérerions sans réciprocité. L'affaire effectivement des droits de douane a été perçue en France, puisqu'on avait fait un sondage à cette occasion, comme un abandon en rase campagne de la part de l'Union européenne. Ce que ne comprennent pas les Français et les Européens, mais évidemment ça s'explique par notre fragilité politique, c'est que la première puissance économique mondiale, qui est largement supérieure aux États-Unis, largement supérieure à la Chine, c'est l'Europe. Et qu'on ne soit pas capable, qu'on se comporte comme des nains, incapables de réagir face à des pays moins forts que nous, et qui se comportent avec nous, prenons Donald Trump, comme si nous étions ses vassaux. Alors qu'il ne comprend que le rapport de force, et qu'on voit que même quand de tout petits pays résistent à Donald Trump, ils se couchent systématiquement. C'est ce qui s'est passé avec Kim Jong-un et la Corée du Nord lors de son premier mandat, où il avait commencé par l'insulter en le traitant de Rocketman et tu vas voir ce que tu vas voir. Et dès que l'autre est sorti de ses gonds et lui a répondu sur le même ton, Trump s'est couché littéralement et est devenu le meilleur ami. Après le modèle allemand, le modèle coréen. Le modèle nord-coréen. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train de le prochain sondage. On est en train de prendre un pays. On est en train de prendre un pays, la Corée du Nord, qui n'est pas une puissance majeure, ni même, malgré son arme nucléaire ou ses avancées en ce sens, ni même une puissance militaire majeure, ni une puissance économique majeure. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, face à la première puissance militaire et économique mondiale en termes de pays, c'est le grand pays qui s'est couché. Après, je rappelle que les 15%, on a eu une augmentation la plus faible probablement. On est la première puissance. Toutes les géographies mondiales. On est plus puissant que les États-Unis au niveau européen. C'est-à-dire que la différence avec les autres zones, c'est que le fort parle au faible. On a un plus grand marché de consommateurs. Est-ce que c'est de la puissance ? Mario Draghi avait dit début septembre, 2025 sera l'année qui marquera l'ouverture, la prise de conscience qu'en Europe, un marché de 450 millions de consommateurs ne suffit pas à faire de nous une grande puissance. Si on prend la somme de nos puissances économiques, de nos PIB, de tout ce que vous voulez, on est aussi devant les États-Unis. Quel que soit l'indicateur, on est devant eux. Il n'y a qu'un point. Mais divisé. Nous ne sommes pas devant les États-Unis, c'est le nombre de têtes nucléaires et l'armement militaire. Notre faiblesse est militaire. Il est évident que même le 15% est un pur scandale dans l'absolu et fait normalement de l'Amérique de Trump notre ennemi par définition. Aucun pays au monde ne s'est autorisé à faire ce qu'a fait Donald Trump. Et là, je crois, c'est vrai que l'Europe n'a pas réagi. Elle a réagi en disant, au fond, ça va durer 4 ans, on fait le dos rond et dans 4 ans, ça change. On va négocier. Maintenant, si ça ne change pas, probablement, il faudra changer de politique. Pour renforcer la puissance européenne, il faudra probablement une union des marchés de capitaux. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Bruxelles devrait faire à nouveau des annonces aujourd'hui sur ce point. Union des marchés de capitaux, c'est pour quand ? C'est le prochain thème des experts. On se retrouve tout de suite après une très courte page de pub. Ne quittez pas.